Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée une nouvelle fois au FPGA CD et à son application au travers de trois machines emblématiques des années 80, le Sinclair ZX Spectrum, le BBC Micro et l'Auric. Pour l'instant, notre FPGA low cost qu'est le CD ne nous a pas déçus et tient toutes ses promesses. Voyons s'il fait toujours aussi bien sur ces machines d'outre-Manche. Le ZX Spectrum, c'est la machine de référence en Angleterre au début des années 80. Sorti en avril 82, il est l'aboutissement de la gamme Sinclair qui compte déjà les ZX 80 et 81 qui ont permis à bon nombre de Britanniques de se faire la main sur la micro-informatique. Le ZX Spectrum, comme son nom l'indique, apporte la couleur qui faisait cruellement défaut à ses prédécesseurs. Comme toutes les machines de cette époque, il est mu par un Zilog Z80 épaulé par 16 ou 48 kilo-octets de RAM selon les versions. Graphiquement, il peut afficher 15 couleurs pour une résolution de 256 par 192 pixels, mais sans aucun processeur additionnel et à même de pouvoir traiter des sprites, comme le fait son grand concurrent le Commodore 64. Au niveau sonore, là aussi c'est le strict minimum, avec un son monocanal sur 10 octaves, un beeper évolué en quelque sorte. Malgré ses limites techniques, le ZX Spectrum était une formidable machine d'apprentissage qui est restée dans la mémoire des Anglais au même titre que nos TO7 ou MO5 en France. Le core utilisé pour faire ce test porte le numéro de version 210401. Comme d'habitude, le lien vers le GitHub d'Ecker est joint dans la description. Attention toutefois de bien récupérer en même temps la ROM, elle aussi mise à jour à la même date. Si vous laissez la ROM déjà installée sur la carte SD du CD, cela ne fonctionnera pas. Dans les options du cœur, on retrouve la possibilité de charger une disquette, une cassette, et plus original, un snapshot. Ce dernier contient l'état de la ROM et du jeu en mémoire. C'est utile lorsqu'un jeu est stocké sur une cartouche par exemple. Le vidéo timing sert à changer la fréquence d'envoi des instructions vidéo au processeur. Le ZX n'ayant pas de coprocesseur dédié au graphisme, il fallait lui réserver un temps pour gérer la vidéo, en plus des instructions classiques. Je laisse par défaut en ULA 48. Au niveau de la RAM, je vous l'ai dit, le Spectrum pouvait avoir jusqu'à 48 kg, mais le cœur permet de pousser jusqu'à 128. Différents types de joysticks pouvaient être branchés, pour ma part je laisse en Sinclair 1, ma manette est bien reconnue comme ça. Le paramètre Fast Tape Load sert à accélérer les temps de chargement des cassettes. Mis sur off comme ici, le temps de chargement est en temps réel. Faire au moins un chargement à vitesse réelle, cela permet de revivre ce temps d'attente interminable. On trouve ensuite les traditionnels Skylines, que je n'active pas. Le choix Features sert à passer dans le mode ULA+, qui est une version améliorée du contrôleur graphique, qui se veut compatible avec tous les modèles de ZX. Je laisse donc ce choix par défaut. L'option pour les cartes MMC sert à monter une image de disque virtuelle au format VHD, ce n'est pas très rétro, je ne l'active pas. Le General Sound est une carte sonore additionnelle qui permet au ZX Spectrum d'atteindre le niveau d'un Amiga. Je la laisse activer mais je doute que beaucoup de jeux l'utilisent. Voilà pour les options du cœur, voyons maintenant ce que cela donne en action. Au boot, un menu propose de lire une cassette au format .tape, de se rendre sur le BASIC 128 du grand frère, le Spectrum 128, d'accéder à une calculatrice, de lire le BASIC 48 originel, et enfin de booter sur le TR-DOS. Ce TR-DOS est une version plus récente du système d'exploitation qui prend en charge les disquettes, les disques durs et même les RAM disques. Comme il est apparu en 1984, il est postérieur au ZX Spectrum et fonctionne sur ses successeurs. J'essaie de booter sur un jeu au hasard nommé Africa. Il se lance bien, mais pas de bol, c'est un jeu en mode texte tout en allemand. Là, j'atteins mes limites. Ces ZX étant des machines très populaires, elles ont suscité l'engouement de nombreux développeurs et plus de 2000 jeux ont vu le jour, de plus ou moins bonne qualité. En voici un petit aperçu avec l'un des plus gros succès, Manic Miner.
Je suis loin d'avoir fait le tour de cette machine de Sinclair, mais je joins à la vidéo dans la description le lien vers le manuel du BASIC. Cela rappellera sûrement de bons souvenirs aux connaisseurs. En tout cas, le Spectrum passe parfaitement sur le CD qui prouve une nouvelle fois son efficacité. Passons maintenant à une autre machine emblématique en Angleterre dans les années 80, le BBC Micro. Comme son nom l'indique, ces ordinateurs sont issus d'un appel d'offres de la BBC, la British Broadcasting Corporation, visant à créer un ordinateur à but pédagogique. C'est aussi ce que fera l'État français avec les Thomson quelques mois plus tard. C'est Acorn qui remporte l'appel d'offres et qui est chargé de créer cette machine. Celle-ci verra le jour en 1981 et sera accompagnée d'un programme télé diffusé sur la BBC Two visant à en apprendre les rouages. Le BBC Micro est mu par un processeur MOS 6502. Sa mémoire RAM très rapide est partagée entre le processeur et la puce de traitement graphique. La machine est équipée de 16 kg à son lancement et passera à 128 kg sur les toutes dernières versions nommées B+. Malgré une tentative d'export vers les États-Unis, le BBC Micro restera cantonné à l'Angleterre, mais équipera tout de même 85% des écoles. Cette machine sera vendue à 1,5 million d'unités, pas mal pour une diffusion aussi réduite. Au moment où j'écris ces lignes, le cœur le plus récent pour le CD est en version 21.04.04. Il supporte toutes les versions de BBC Micro produites entre 1981 et 1994. Je suis désolé pour la qualité de la capture, mon encodeur a du mal à gérer la résolution du BBC Micro et provoque des sauts dans l'image. Sur un moniteur classique, il n'y a aucun souci. Les options du cœur permettent de charger une ROM ou un disque au format SSD ou DSD. On trouve ensuite le réglage des skylines, l'inverseur de joystick et le choix du modèle entre le classique modèle B et le tout dernier modèle, le Master, sorti en 1986. Le ROM mapping correspond au mode de lecture de la mémoire ROM au boot. Cette gestion est due au fonctionnement très particulier des processeurs MOS, je laisse cette option par défaut. La dernière option, nommée Auto Boot, permet au cœur de charger directement un menu contenant des centaines de jeux. En résumé, lorsque l'autoboot est sur Off, le système boot sur le BASIC, sinon sur ce menu. Un petit tour dans le manuel du BBC Micro permet de se familiariser avec le système, et comme à l'accoutumée, je ne résiste pas à taper quelques lignes de code. De nouveau le lien vers le manuel du BBC Micro est joint à la description. J'active maintenant le choix Autoboot afin de tester quelques jeux.
Le BBC Micro est une machine que je ne connaissais pas, très proche des capacités de nos TO7 et MO5 de l'époque. Je pense que cet ordinateur devait être, lui aussi, une très bonne machine d'apprentissage. Quoi qu'il en soit, ce BBC Micro est très bien retranscrit sur le CD. Terminons ce tour d'horizon des machines britanniques avec les Auric 1 et Auric Atmos. Les Auric ont été conçus par Tangerine Computer Systems au début des années 80. Comme les BBC Micro, il s'agit de deux ordinateurs basés sur le processeur MOS 6502. L'Auric 1 sort en 1982 dans le but de concurrencer Sinclair avec ses Helix. Équipé de 16 à 48 kg de RAM et vendu un peu moins cher. C'est une machine assez basique avec seulement deux modes d'affichage, un mode texte 40 colonnes et un mode graphique 240 par 200 en 8 couleurs. En 1984, Auric améliore un peu son ordinateur avec l'Auric Atmos. Disposant du même hardware, seuls quelques ports d'extension font leur apparition et sa ROM voit sa version évoluer en 1.1. Au moins, le clavier est de bien meilleure qualité, délaissant le chiclette pour de vraies touches. Côté son, les Auric ont droit à un speaker interne, mais aussi à une carte son General Instrument embarquant la puce AY38912, équipant bon nombre de machines de l'époque. Diffusée à environ 200 000 unités, il faut signaler que cette machine a été vendue à 50 000 exemplaires rien qu'en France, devenant ainsi l'ordinateur de l'année 1983 sur notre sol. Les options du cœur sont peu nombreuses, largement dues au fait que cette machine est très basique, sans réelle déclinaison. Au-delà de la traditionnelle option de chargement d'un disque, le cœur propose de choisir entre l'un des deux modèles d'Auric, l'Auric 1 avec son basique en version 1.0, l'Auric Atmos avec le basique 1.1. Viennent ensuite les options pour monter un lecteur de disque, d'autoriser ou non l'écriture sur disque, de rajouter des skylines et de diffuser le son en stéréo ou non. Comme pour les autres machines, un petit tour dans le manuel me permet d'écrire mes premières lignes de code. Encore une fois, vous savez où trouver le lien. Pour en terminer avec cette machine, voici un petit tour d'horizon des jeux. Comme les Auric ont été vendus en France, certains d'entre eux sont en français. Voilà pour ce nouveau test du CD avec ces machines anglaises parfaitement retranscrites sur notre FPGA low cost.
Encore une fois, tout passe très bien, et quel bonheur de pouvoir se replonger dans ces vieux manuels d'instruction et de découvrir des environnements de développement simples et à la portée de tous. En attendant un nouveau test, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner si ce n'est déjà fait.